Bonjour à tous, je m'appelle Samuel Guertin, je suis game designer junior chez Poker Games depuis maintenant 1 an et demi. Donc, vous voyez qu'avec cette danse-là, je vais pouvoir faire un grand background de mon expérience passée. Mais plus sérieusement, en fait, je vais essayer de vous montrer un peu plus la transition qui se passe entre passer en fait du cégep justement et rentrer dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, pour mon présentation, en fait, je vais vous parler de moi, qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait dans le passé. Je vais parler de mon travail chez Poker Games plus précisément, puis aussi, je vais essayer de vous donner quelques conseils, en fait, pour quand vous allez justement passer du cégep à l'industrie en termes de game design. Donc, pour commencer, moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que certains d'entre vous se souviennent du projet de jeu Potion Party parce qu'il a été présenté quelquefois dans les journées portes ouvertes à l'école, etc. Donc, c'était le projet Agile que j'ai fait à Bois-de-Boulogne. Puis ensuite, suite à ce projet-là, en fait, j'ai pu faire mon stage chez Poker Games pour travailler sur le jeu narratif Spiral que je vais vous détailler un peu plus tard. Maintenant, aussi aujourd'hui, je travaille aussi dans ma propre compagnie avec Marc Benoît. Un certain d'entre vous l'ont eu comme, ou l'ont en ce moment comme professeur. Et je suis aussi à l'UQAT en design de jeu. J'ai voté très vite, comme vous voyez, pour mes expériences. Oui, est-ce qu'il y avait une question? Non, pas de question. Donc, mon travail chez Poker Games, principalement, en ce moment, je travaille sur le jeu Spiral. Donc, Spiral, c'est quoi? C'est un jeu narratif, en fait, basé sur la dégénérescence cognitive. Donc, pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi la dégénérescence cognitive, c'est souvent des maladies mentales qui affectent les personnes au cours de leur vie, qui peuvent causer toutes sortes de problèmes différents, dont par exemple la perte de mémoire, les mélanges des souvenirs, etc. Puis en fait, ce qu'on va faire dans ce jeu-là, c'est qu'on va essayer de faire vivre cette expérience-là, mais de l'intérieur, en fait, de la vue du personnage Bernard qu'on va suivre, en fait, au cours des souvenirs qu'il a de sa vie, au fur et à mesure. Donc, mes différentes tâches, en fait, c'est là qu'on voit, en fait, principalement la différence entre une compagnie plus indépendante et une compagnie plus AAA. C'est que je touche à plusieurs sections, en fait, de la production d'un jeu. Normalement, dans une compagnie, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va avoir souvent, même pas le game design, on va avoir une sous-section du game design du jeu, pareil pour les autres sections ici. Mon vrai histoire, c'est que je vais toucher aux trois différents métiers ici. Donc, en termes de game design, ce que je vais faire, c'est que je vais beaucoup toucher aux mécaniques du jeu, en fait, des années mécaniques, faire la documentation de ces mécaniques-là pour les transmettre aux différents départements. Je vais aussi travailler le redesign de certaines mécaniques au fur et à mesure des playtests qu'on va avoir et participer là à ces mêmes playtests pour voir les réactions des joueurs, comment ils vont en fait interagir avec la mécanique pour voir, pour en fait me rendre compte que tout ce que j'avais prévu ne marche pas au final. Après ça, je vais aussi embarquer dans le level design des différents niveaux que je vais faire. Donc, dans le level design, on va faire le design général du niveau, mais je vais aussi rentrer dans le blocking et aussi l'intégration de la narration dans ces jeux-là. Ce métier-là change, tous les métiers, comme on dit, changent tout le temps en fonction du projet. Et comme Spiral est un jeu narratif, la narration a vraiment un pilier central dans tout ce qu'on va faire au cours du jeu. Et évidemment, je touche aussi à la programmation, mais à un niveau plus haut, on peut dire, plus direct en termes de joueurs. Je ne vais pas programmer directement les mécaniques qui vont être désignées dans le jeu, mais je vais m'occuper justement de les triggers de la narration, quand faire les petites interactions un peu quand on se promène dans un jeu puis qu'on peut interagir avec un objet pour le voir popper à l'écran puis il y a une narration en même temps, ça va être un peu ça que je vais faire. Mon objectif global, ça va être de faire un walkthrough du niveau. Donc permettre que quand mon niveau est terminé, on est capable de partir du début puis se rendre à la fin puis être capable de comprendre l'histoire puis les interactions principales qui vont venir avec. En fait, ça me fait penser en fait, à la liaison des tâches en indie, comme j'ai dit. En fait, certaines personnes sont moins chaudes, on peut dire, à l'idée de faire plusieurs tâches différentes. Moi, personnellement, c'est un processus que j'aime beaucoup parce que, en fait, c'est un processus qui, personnellement, m'inspire quand je fais du design. Par exemple, si je suis game designer et que je fais seulement travailler sur ma documentation de design, après ça, je vais l'envoyer aux autres, puis ces autres vont me dire à un moment donné, ah ben, il y a un problème avec, ou il y a ça.
Alors que si je fais le game design, après ça, je l'intègre dans le niveau, puis je programme cette mécanique-là, mais là, j'ai un problème, ce qui m'inspire à changer quelque chose en design pour mieux l'adapter, et la game design, etc. C'est vraiment d'englober un processus global, en fait, de travail qui donne vraiment qui va en fait te donner plus ta personnalité, puis vraiment personnaliser la mécanique un peu aux petits oignons jusqu'à temps que tu as vraiment l'expérience que tu voulais faire vivre aux joueurs. Puis, en fait, avoir ça, ça permet aussi de travailler avec plusieurs corps de métiers différents que j'aurais pas nécessairement eu l'occasion de travailler dans une entreprise AAA. Comme par exemple, dans le game design, j'ai l'occasion de travailler directement avec des programmeurs qui vont faire mes mécaniques. Puis en level design, je vais avoir l'occasion de toucher à la narration et en parler avec les designers narratifs. Puis aussi, en fait, à faire mes propositions dans le level art du jeu en même temps. Donc moi, en fait, j'aurais pu vous parler comme de vous montrer différentes tâches que j'ai faites dans chaque mécanique et vous montrer à quel point ils sont liés. J'ai décidé que j'allais vous faire, en fait, le journey que j'ai vécu de la première scène que j'ai faite dans Spiral quand j'ai fait mon stage là-bas au départ. Donc la scène que je vais vous présenter, c'est la scène 6 de Spiral qui s'appelle The Flying Kite. Pour ceux en fait qui ont commencé en fait leur cours de design de jeu, en fait, on sait que dans les jeux vidéo, en fait, on part toujours sur des piliers d'assimilation. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les piliers d'assimilation, en fait, c'est les bases qu'on va donner à un jeu pour en fait donner des sources d'inspiration par rapport au jeu-là. Spiral étant un jeu narratif, on se base vraiment sur d'autres jeux narratifs qui ont des mécaniques ou des façons de faire les choses qu'on apprécie et qu'on veut reproduire. Dans Spiral, les opérations, c'était par exemple le jeu Far West, pour ceux en fait, ou bien What Remains of Edith Finch. Et qu'est-ce qui était spécial, qui a été beaucoup pris dans What Remains of Edith Finch, c'est que dans ce jeu-là, chaque en fait, morceau de narration, chaque chapitre qu'on fait a une mécanique différente associée au personnage qu'on suit l'histoire, en fait. Et c'est ça qui est un peu reposé dans Spiral, où on a des mécaniques principales. Et dans la scène 6, une des mécaniques principales qui était introduite, c'était le fait de voler avec un cerf-volant. Dans cette scène-là, en fait, on va suivre Bernard qui va parler à une amie très proche de lui, Émilie, et à travers le jeu, en fait, il va y avoir plusieurs scènes à propos de ce cerf-volant-là, où on va voir l'évolution, en fait, de leur amitié, en fait, au cours du temps et des années qui passent. Donc, quand je suis arrivé avec ça, moi, à chaque fois que je lance un nouveau niveau, qu'est-ce que je fais d'abord, c'est que je vais définir la scène de ce niveau-là. Étant un jeu narratif, Spiral a déjà un script complet de l'histoire du jeu et tous mes niveaux doivent faire en sorte de mettre en avant ce script-là, autant dans les mécaniques de jeu que dans l'environnement. Ce que je fais tout le temps, c'est que je vais d'abord passer à travers tout le script, noter les points importants, et aussi faire une séparation de ce que je prévois par rapport à ce qui va être affiché. Certaines choses sont déjà décrites dans le script, comme certains environnements, mais beaucoup de choses, parfois, sont laissées un peu en l'air. Ce qui est génial, c'est que ça me donne beaucoup de liberté créative pour combler, en fait, ces vides-là qui ne sont pas nécessairement dites dans la narration. Pour ce qui était de la scène 6 aussi, on avait un autre pilier d'assimilation que j'ai pu me baser, qui était le jeu Flower. Le jeu Flower, en fait, c'est un jeu où on contrôle le vent pour diriger un pétale. En fait, c'est un jeu qui est vraiment basé sur la narration environnementale et la musique au fur et à mesure du jeu. Fait que j'ai testé ce jeu-là pour pouvoir vraiment m'ancrer dans qu'est-ce qu'on voyait, qu'on prévoyait avoir en fait dans la 5.6. Puis j'ai fait un tableau de comparaison finalement des moments, des trucs importants. Flower était la narration très environnementale, Spiral est la narration, oui, environnementale, mais aussi beaucoup écrite. Donc je ne peux pas me permettre de juste faire en sorte qu'on se promène avec un pétale. Il faut que j'ai un moment précis où les dialogues se passent pour pas qu'au milieu de la scène, les dialogues sont finis, puis le joueur est au milieu du niveau, puis il passe sur l'autre moitié du niveau à juste se promener, puis qu'il ne se passe rien. Pas comme on le souhaite. Après ça, le fait qu'on contrôle un pétale ou il contrôle un cerf-volant, il fallait que je définisse plus la mécanique au fur et à mesure de ça. Puis j'avais pas beaucoup de contraintes au niveau du level design, à part le fait que ça devait se passer dans un parc, ce qui me laissait quand même beaucoup de liberté créative à propos de ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini mon objectif par rapport au niveau qui était de mettre vraiment la relation entre Bernard et Émilie en avant et de transmettre à travers la mécanique et le level design. Puis, pour ce niveau-là, j'avais déjà deux mécaniques qui avaient été faites de base. Premièrement, le cerf-volant avait déjà commencé à être programmé, fait que j'avais déjà une base à tester, ce qui n'est pas toujours le cas quand on commence des niveaux de jeu, puis c'était vraiment agréable comme ça. Puis j'avais aussi la mécanique de base de récolte des souvenirs. Au fur et à mesure qu'on passait dans la scène et qu'on récoltait des souvenirs, Émilie, qui est vraiment bonne en dessin, dessinait en fait dans la scène au fur et à mesure, puis le but en fait c'est de l'aider à compléter son dessin en passant à travers la scène.
Avec ça en tête, je vais commencer mon design de jeu et je savais que mon défi principal allait être le timing pour, comme je vous ai dit plus tôt, s'assurer que les dialogues partent au bon moment et qu'on ne se retrouve pas à un moment où il y a des temps morts. Ça va me suivre tout le long de la production de ce niveau de jeu-là. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai trouvé le concept du niveau. Quand j'ai arrivé, en fait, il y avait déjà une base qui avait été faite par un level designer avant moi, qui se passait dans un parc et qui avait commencé à mettre des montagnes, etc. pour le serveur. J'étais pas fan, personnellement. Donc, j'ai voulu retravailler la mécanique et essayer de trouver quelque chose qui s'éloignait plus de Flower. Je voulais essayer de trouver qu'est-ce qui allait mettre, en fait, l'unicité un peu plus de Spirale par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai commencé par chercher quelle raison pourrait aider à ajouter de la verticalité dans mon niveau en mettant des points d'intérêt intéressants. Puis c'est là que je suis arrivé avec le concept des parcs d'exposition, comme on voit par exemple au jardin botanique. Avoir des sculptures qui s'élèvent dans le ciel, qui donnent des points d'intérêt intéressants aux joueurs pour aller récolter des souvenirs, puis qui le forçaient en fait à se déplacer, puis à pas seulement rester au sol tout le long. Mais pour moi, en fait, encore, on restait au sol, puis je vais trouver autre chose, et c'est là que je suis arrivé avec le concept des îles volantes, en fait. Pourquoi les îles volantes? Parce que ça rentre avec le concept de spirale et de la dégénérescence cognitive. Bernard ne se souvient pas de tout, il perd des moments, ses souvenirs au fur et à mesure deviennent de plus en plus flous. Donc c'est normal que quand il se promène dans un parc, qu'il essaie de se souvenir d'un parc, il ne se souvient pas de tous les moments de ce parc-là. Donc maintenant, on a vraiment des sections de souvenirs dans lesquelles il y a vraiment un moment précis où il se passe beaucoup de choses, puis dans lequel le joueur peut explorer, par exemple, une serre ou une section dans la forêt, etc., qu'on peut vraiment mettre l'accent pour avoir plein de petits moments différents à travers le niveau. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'équivalent du design papier, mais moi, je dessine vraiment mal. Fait à part faire des petits croquis, moi, qu'est-ce que j'aime faire? C'est du pré-blocking. Surtout que là, j'avais la chance, en fait, qu'une base de la mécanique avait déjà été faite dans le niveau. Je pouvais tester directement avec le cerf-volant pour vraiment essayer de trouver le feeling du jeu à travers ça. Fait qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai fait une bunch d'îles différentes pour essayer de voir, ok, ça marche pas, ça marche, etc. Puis il y a des choses qui ne marchaient pas dans le concept que j'ai mis, mais qui ont pu permettre d'être apportées jusqu'à la fin, comme par exemple le concept de la serre, qui a été réutilisé et qui est présente à travers tous les niveaux du jeu pour montrer une évolution de sa construction jusqu'au moment où elle est complètement construite et qu'on peut l'explorer de l'intérieur dans des niveaux plus tard. C'est trouver votre manière de prototyper quand vous faites des niveaux, la manière qui est plus rapide pour vous, que ce soit tableau blanc, papier ou directement dans l'engin de jeu. Ça va toujours, en fait, vraiment vous aider à trouver la direction que vous voulez prendre pour la suite. Une fois que j'avais trouvé ma direction, il fallait que je passe en fait dans la partie qui est toujours la plus longue en fait dans la production du niveau, soit le blocking et la programmation quand les deux sont liés ensemble. Donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé vraiment la narration en différentes îles pour que chacune des îles représente ce que je souhaitais en fait montrer dans ce moment-là. Par exemple, un moment dans l'île de la forêt, Émilie raconte que le bruit des feuilles l'inspire beaucoup dans ses dessins. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive là, que là, on commence à rentrer dans la forêt, et justement, on entend le bruit des feuilles qui arrivent avec. Tout le long, on essaie de faire en sorte que le concept des îles, oui, soit le fun au niveau du gameplay, mais on a un jeu narratif. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est vraiment inclure la narration et que ce soit le pilier central de la production de notre niveau de jeu. Puis au final, ça m'a donné ce blocking ici, pour ceux qui voient en bas, qui a été la base du niveau dans lequel le level art a été ajouté. Puis c'est aussi dans cette section-là, au fur et à mesure qu'on fait les îles, qu'on ajoute la programmation de la narration, qu'on ajoute le timing. À ce moment-là, pour mon timing, c'était vraiment pas exact, parce que puisqu'on n'avait pas encore les voice-overs du jeu, je me suis enregistré avec mon bel accent anglais pour lire le script, et après ça, timer les différents moments des îles pour essayer de faire des îles qui avaient cette longueur-là de temps quand le joueur l'explorait, en fait. Après ça, une fois que mes premières îles ont été faites, le level art a rendu mes îles belles, j'adore ça. Mais, en fait, je ne participe pas à cette section-là, et on a vraiment des level artists qui s'occupent de faire ça. Mais je voulais quand même vous l'inclure parce que je voulais préciser que quand vous travaillez le level design d'un jeu, ou peu importe, vous avez une manière d'influencer l'art qui va être présent dans le jeu. Aucune de vos recommandations sont obligatoirement prises par l'équipe de level art. Mais par contre, vous pouvez donner des suggestions qui vont peut-être rester et qui vont peut-être apporter si votre vision, en fait, fonctionne. Je donne un exemple. Dans une autre scène, on joue une partie de Donjons et Dragons dans un temple dédié à la pizza. Moi, je voulais une fontaine de sauce à pizza.
il y a eu une fontaine de sortir pizza. Parce que ça marche dans l'univers, parce que c'est le fun, puis que tout ce que je veux dire avec ça, c'est que vous avez une manière de transmettre. N'hésitez pas à transmettre vos idées, embarquez pas dans leur travail, c'est leur section 1, c'est leur section créative complètement, mais n'hésitez pas à élancer les idées que vous avez pour améliorer votre design. Eux aussi ont du moment qu'ils doivent faire du brainstorm, puis toutes les idées sont bonnes. Après ça, on a le moment que tous les game designers adorent quand quelqu'un s'en vient et vous dit ça marche pas. Les tests. Mais souvent, en fait, sur le coup, on est comme ah, faut que je recommence ma job, mais je vous garantis qu'après ça, souvent vous êtes en mode c'est beaucoup mieux. Parce qu'on ne peut pas tout le temps tout prévoir qu'est-ce qui va se passer. Puis moi, le problème principal que je vous ai raconté, c'est que j'avais tout enregistré mes voice-over au téléphone. Fait que quand le vrai voice-over était fait, je me suis rendu compte que mon niveau était beaucoup trop long. Fait que justement, les joueurs arrivaient à un moment, puis il y avait des longs moments où il n'y avait aucune narration qui était faite dans le niveau. Il fallait que j'arrange. En fait, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour supprimer l'île qui avait le level design qui était le moins intéressant. Fait que ça permet vraiment de faire un purgatoire du mauvais level design du niveau. Puis fusionner certaines îles ensemble pour justement améliorer des moments qui étaient plus durs pour le joueur dans le contrôle, des tournants qui étaient trop difficiles, qui faisaient perdre pour vraiment s'assurer que le flow reste constant. C'est le concept du Golden Path pour certains qui l'ont fait. C'est le Golden Path, c'est quel est le chemin idéal que tu souhaites que ton joueur prenne pendant que tu lui fais traverser un niveau. Puis c'est vraiment essentiel quand vous faites un level design que vous devez prévoir votre Golden Path. Le joueur ne va pas nécessairement le suivre, mais votre objectif quand même, c'est qu'il le suive le plus possible pour avoir le meilleur de son expérience. Donc vous essayez de diriger ça de cette façon-là. Donc, résultat final, pour l'instant, le concept a beaucoup changé, le truc a réduit, mais on sait qu'un concept n'est jamais terminé avant d'être totalement terminé. Je pourrais dire que mon niveau est terminé quand le jeu va être sorti. Puis dans certaines productions, ça change encore après. Fait acceptez le fait que vos designs vont changer encore, qu'il va falloir que vous retravailliez encore et encore certaines choses que vous allez faire. Ça fait partie de l'industrie. Puis, comme vous avez vu, j'ai beaucoup parlé du level design, parce que c'est pareil, c'est une pièce centrale du travail que je fais. Mais à travers tout ça, j'ai travaillé la programmation, à travers tout ça, j'ai ajusté en fait la mécanique qui avait été faite du cerf-volant pour la rendre plus agréable. Puis toutes ces tâches qui font autant partie du game design que de la programmation. Quelques conseils pour finir. J'ai 4 conseils qui, d'après moi, vont vraiment vous aider quand vous allez arriver au milieu du stage, puis vous allez partir du cégep pour aller en entreprise. La première que j'ai, c'est prototypage. On est designer, on a un paquet d'outils à notre disposition. Si vous êtes assis à votre bureau, que vous devez produire quelque chose, vous avez le syndrome de la page blanche, puis ça fait 15 minutes que vous ne savez pas quoi faire, c'est pas censé arriver. Vous avez des super engins de jeu que vous avez des super templates comme Miro, Figma, papier, tableau blanc. Moi, personnellement, sur un tableau blanc que j'utilise, je l'ai constamment vu, puis dès que j'ai une idée ou que je sais verrouillé ou je ne sais pas quoi faire, je le fais. C'est quand ce que je vous parlais tout à l'heure du pré-blocking, ça rentre là-dedans. Le niveau que je fais en ce moment, je ne sais pas si l'île va être le fun à la fin. Mais par contre, je vais avoir testé quelque chose, puis je vais avoir des informations supplémentaires. À aucun moment, restez bloqué à vous dire « je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire ». Partez toujours sur quelque chose, peu importe la direction que vous prenez. L'important, au final, c'est que vous produisez quelque chose et que vous gagnez des informations par rapport à votre design. Ne soyez pas trop attaché à vos idées, ni trop détaché. C'est flou, c'est le même, mais c'est connu qu'un gros problème de plusieurs designers, c'est de ne pas réussir à décrocher d'une idée qu'on a eue. On l'aime, notre idée, elle est fun, on a le goût de la garder. Parfois, il faut réussir à la détacher si jamais ça ne fonctionne pas ou à la changer. Mais il y a aussi l'effet inverse. Parfois, en fait, moi, j'ai eu le problème à emmener que j'étais trop détaché de mes idées. Je me suis dit, OK, moi, je suis un pro, moi, je suis capable de me détacher de mes idées, aucun problème. Ça cause des moments où, parfois, quelqu'un va te dire que tu as un petit problème sur ta mécanique. Puis, tu vas complètement prendre la mécanique, la sacrer au vidange, puis tu vas recommencer. Tu vas perdre du temps de production là-dedans, parce que peut-être que le but, c'était pas que tu recommences la mécanique au complet, mais que tu trouves une solution mécanique. Quand on fait du game design, c'est pas une idée marche ou une idée marche pas. C'est cette idée-là marche pour ça, elle marche pas pour ça, puis il faut trouver la solution pour faire marcher cette idée-là. Si après avoir cherché des solutions, ça fonctionne toujours pas, ok, on prend l'idée, on la tasse, c'est important de passer à autre chose. Mais à chaque fois que vous avez une idée, puis que quelqu'un, que ce soit votre boss, que ce soit quelqu'un d'autre en programmation dans un autre domaine, vous apporte avec un problème, réfléchissez toujours solution avant de réfléchir à tout commencer.
Ensuite, savoir prendre la vision du projet. Je travaille sur un jeu narratif, je ne travaille pas sur Elden Ring. Moi, j'aime bien les jeux, j'aime bien les jeux difficiles, j'aime bien mettre du défi, mais quand je fais un système de combat pour le jeu, il faut que je pense au fait que mes joueurs sont des joueurs qui jouent à des jeux narratifs et qui ne sont pas nécessairement habitués à la grosse compétition. Puis ça, il faut savoir le prendre parce que si les personnes voient que vous êtes capable de prendre la vision du projet, ça va vraiment vous donner une plus grosse liberté créative et aussi plus de confiance de la part des autres. Parce que si jamais vous êtes du genre à tout le temps donner des mécaniques qui ne fonctionnent pas avec le concept du jeu, ben quand vous allez arriver avec une bonne mécanique, quelqu'un ne sera pas sûr, il va avoir de la misère à accepter ce que vous dites parce qu'il y a l'habitude que vous proposez des mécaniques qui ne fonctionnent pas. Alors que si vous avez l'habitude de vraiment proposer des choses qui fonctionnent dans l'univers du jeu, les personnes vont plus de facilité, même s'ils ne sont pas sûrs exactement s'ils sont d'accord ou moins avec ce que vous dites, ils vont prendre la peine d'écouter ce que vous proposez. Parce que vous aussi, vous avez la vision du jeu en tête, et vous aussi, vous avez le but en tête de pousser plus loin ce concept-là. Fait que, prenez l'habitude. Là, en ce moment, tout à l'heure, je travaille sur mon jeu de combat, je pense au jeu de combat. Tout à l'heure, je travaille sur le jeu narratif, je pense au jeu narratif. Gardez les piliers centraux des jeux sur lesquels vous travaillez en tête. Et finalement, le truc principal que je veux apporter, c'est rendez vos designs clairs. Là, actuellement, vous êtes à l'école, vous travaillez en équipe, c'est facile, j'ai fait ce design-là, ok, je vais te l'expliquer à toi, est-ce que tu peux le faire? Quand vous êtes en entreprise, surtout que moi, je travaille à Flopper Games, c'est une entreprise qui est à distance, donc souvent, en fait, à part des réunions de temps en temps, je ne parle pas directement tout le temps aux autres domaines. Fait que si je fais un niveau où je laisse une pièce vide avec quelques boîtes, puis moi, dans mon idée, je sais, ok, ça va être la place où ça va être l'armurerie. Si j'ai rien indiqué aux level artists, ils n'ont aucune idée de c'est quoi que je veux mettre dans ce niveau-là. Ça va pareil avec vos designs quand vous faites vos documents clairs pour vraiment aider les personnes à comprendre ce que vous voulez faire. Il y a plein d'outils. Dans Unreal, il y a un outil texte. Faites-le pour qu'on puisse mettre dans l'engin de jeu. Utilisez-le. Proposez vraiment pour mettre en avant et présenter vos mécaniques aux autres pour que tout le monde comprenne. Ils vont vraiment préférer travailler avec vous quand ça arrive. Donc, merci beaucoup. Donc tout d'abord, merci beaucoup d'être venu nous partager vos métiers, vos expériences ainsi que vos conseils. Donc maintenant, on peut passer à la période des questions. Donc si vous avez des questions pour les personnes ici, donc vous pouvez les poser. Moi j'ai une question. Qui c'est qui s'occupe, dans le fil des game designers et des level designers, qui s'occupe le plus comme la progression et l'introduction des mécaniques? Ça va être plus dans ma cour, moi. Peux-tu répéter la question, s'il te plaît? Okay, donc, c'est qui, dans Game Designer, tu as expliqué déjà comme le concepteur de système, c'est qui dans ce milieu s'occupe le plus de la progression des mécaniques et comme de la difficulté? Donc, c'est une question en un. Essentiellement, dans le fond, on va avoir ce qu'on appelle une Player's Journey qui va déterminer, dans le fond, tout le parcours du joueur au fur et à mesure qu'il va jouer. Ça peut être, admettons, quel genre de challenge il va rencontrer, quel genre de mécanique il va être introduite, quel pouvoir il va apparaître. Ça arrive un peu dans la cour des designers système. Après, pour les mécaniques, c'est un concepteur mécanique, mais encore là, ça dépend du chapeau. C'est surtout. Ça travaille d'équipe. C'est vraiment ça. Oui, tu peux l'appuyer. Je te dirais que la majorité du temps, en fait, beaucoup justement, comme il dit, tout le monde participe aux mécaniques de jeu. Mais si tu parles vraiment à la personne qui va introduire la mécanique aux joueurs, je te dirais que ça va beaucoup penser aussi au niveau des level designers. Un des travaux des level designers, c'est de réussir justement à prendre la mécanique qui leur a été donnée et à l'introduire aux joueurs autant au niveau d'un tutoriel que au niveau de la progression. Quand tu vas commencer ton niveau, c'est une nouvelle mécanique qui te permet de donner un coup d'épée à un ennemi. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que d'abord, il va te mettre un seul ennemi qui ne te voit pas puis que tu vas pouvoir taper. Après ça, il va te mettre deux ennemis que là, ils vont commencer à t'attaquer. C'est lui qui va s'occuper vraiment de la progression de cette mécanique-là. Mais au contraire, c'est pas lui qui va designer cette mécanique-là, à moins qu'il soit justement dans une entreprise indépendante et que ce soit plus lui qui touche aux deux domaines. Mais si on parle de level design pur, c'est lui qui va s'occuper de la progression, mais c'est pas lui qui va designer les mécaniques. Est-ce que ça répond à ta question? As-tu une autre question, monsieur?
question pour... je vais commencer par la question avec Alexandra, puis ensuite j'irai avec la question que j'ai pour Samuel aussi. Une question qui est un petit peu à côté, mais en fait, Liliane pourrait aussi la poser. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance des équipes complètes qui incluent des femmes et en quoi c'est important et en quoi il y a de la place dans ces industries pour les jeunes filles qui sont avec nous, les jeunes femmes qui sont avec nous aujourd'hui? Oui, c'est un sujet que je trouve... Ah, tu voulais compléter? Non, c'est un sujet que je trouve forcément très intéressant et qui me tient à cœur. Et il y a plein d'études qui montrent que plus les équipes sont diversifiées en termes de genre, de background, d'expérience, plus ça va apporter des choses en termes d'efficacité, de créativité, etc. Avec la particularité que, c'est ça, nos joueurs et nos joueuses ont beaucoup de diversité aussi. Donc si on fait un produit pour un public diversifié, c'est très bien aussi que la diversité soit représentée au sein de nos équipes. Autre question pour toi. En termes de formation en UX spécifique, parce que c'est une spécialisation, il y a beaucoup de gens ici qui vont aller en jeu vidéo, mais je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent au UX. Est-ce que tu connais des formations qui pourraient être une suite logique à notre programme? Je sais juste que moi je donne des cours UX à Polytechnique. Ça a été mentionné aussi plutôt que HEC, il y avait le cours gratuit. Donc tout ça, je pense que c'est des pistes intéressantes. Le TS aussi. Oui, disons que c'est vrai que c'est un sujet qui commence à être un peu à la mode, on est très content là-dessus. Donc il y a de plus en plus d'écoles qui proposent des programmes. Donc peut-être potentiellement donc HEC, Polytechnique, ETS seraient des bonnes pistes. Excellent. Samuel, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta transition entre t'arrives de Tim ici, ta transition vers le marché du travail, puis qu'est-ce qui fait que tu es aujourd'hui un game designer? Je veux dire, c'était quoi est-ce que tu as fait un peu un effort supplémentaire ou pourquoi est-ce que tu es maintenant dans l'industrie? Ça passe par plusieurs choses, je dirais. Ça va commencer. Déjà, pour la recherche d'un stage, c'est pas tout le monde nécessairement qui réussit tout le temps à trouver un stage en jeu vidéo. Déjà, pour commencer, ça va là. Qu'est-ce que je vous dirais? La meilleure technique pour ça, c'est de travailler votre portfolio. Après ça, d'ajouter des projets ou des qui sont intéressants. Après ça, c'est de travailler votre portfolio. Après ça, ça va être de faire une bonne lettre et un beau CV avec ça. Puis ça va être de travailler votre portfolio, au final. Vraiment, le concept, c'est vous devez vraiment... quand vous faites un portfolio en design, j'ai vu plein de portfolios de personnes qui voulaient me montrer, voir qu'est-ce que ça pense, à quoi ça ressemblait. Ils montraient le jeu, ils disaient j'ai fait ça, puis ils donnaient une description du jeu. On est des designers. On veut montrer qu'on est capable de réflexion en termes de design, puis qu'on est capable en fait de trouver des solutions à des problèmes. C'est ça le principal de notre travail. C'est comme quand vous dites que vous avez fait votre jeu, par exemple pour votre projet agile, décortiquez votre projet agile. Prenez des notes au fur et à mesure. Dites que vous avez commencé par ça, après ça que vous avez changé pour ça, parce que ça, puis de laisser des notes au fur et à mesure pour vraiment que quand vous passez, quelqu'un passe à travers votre portfolio, là, il connaît la base du projet et il comprend tout ce qui s'est passé pour arriver à ce moment-là. Si vous avez ça, là, ça veut dire la personne qui va lire ce que vous avez dans le truc va dire « Ok, ça c'est un designer qui est capable de réfléchir à ses designs, qui est capable de trouver des solutions aux problèmes qu'il a rencontrés dans ses différents designs, puis qui a aussi, bien sûr, des idées intéressantes. » Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis allé à plusieurs événements pour réussir à trouver un stage au final, puis j'ai fini par rencontrer Michael au Megamix. Puis on a réussi à faire une rencontre où ensemble, on s'est, une fois qu'il a vu mon portfolio et qu'il a été intéressé, en tout cas je crois que ça s'est fonctionné qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la rencontre ensemble. Après ça, je vous dirais que ça passe beaucoup par ce qu'on appelle les soft skills. Donc, être capable de se présenter, être capable d'être à l'écoute, de poser des questions, de montrer qu'on est intéressé par l'idée de travailler en compagnie. On ne cherche pas un stage en jeu vidéo juste pour trouver un stage en jeu vidéo, même si certains sont parfois obligés par la demande qui est moins grande. Montrer que vous avez de l'intérêt pour le projet dans lequel vous travaillez, que vous êtes intéressé à aller plus loin dans ce projet-là, puis à apporter vos idées pour améliorer ce projet-là au fur et à mesure. Après ça, peut-être que Michael serait meilleur pour directement les raisons pour lesquelles il m'a gardé au final après les 3 mois. Mais je dirais que
Il y a différents trucs, le fait d'être efficace dans son travail, d'être prêt à prendre la critique pour s'améliorer, aussi être fiable. Quand tu as une réunion, tu te présentes à la réunion, tu es prêt à être là, quand on te pose des questions, tu y réponds. Tu fais vraiment tes heures de stage, tu ne disparais pas juste parce que tu es à distance. Tu sais. Ce genre d'éléments. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des éléments. Être motivé aussi. Oui, être motivé, c'est important. Oui, débrouillarder, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit. Quand on est coincé sur quelque chose, on pose une question, mais quand on est dans un moment où on est des designers, quand quelque chose, comme je disais, parfois, je lis le scénario de Spirale, puis il manque des informations. L'information, c'est pas que ça veut dire qu'il manque, que je dois aller toquer constamment au bureau de Michael pour lui demander c'est quoi qui manque à ce moment-là. Ça veut dire que c'est une potentielle liberté de créativité pour moi et je dois pousser, je dois réfléchir à qu'est-ce qui pourrait bien aller là, puis proposer l'idée, trouver des solutions par soi-même, réfléchir, en fait, comme je disais, rentrer dans la vision du projet pour être capable de vous-même, en fait, créer des choses sans constamment devoir demander c'est quoi une nouvelle affaire. Parce que, je veux dire, si vous êtes des designers et que vous devez constamment demander à quelqu'un d'autre c'est quoi la solution à avoir, il fait la job pour vous à votre place. Vous faites juste à écrire qu'est-ce qu'il vous a dit au final. On peut commencer par ça. Comment est-ce que vous dites qu'on pourrait, comme, c'est quoi la technique pour bien recevoir des critiques des autres? Comment on fait pour recevoir des critiques des autres? Bien recevoir des critiques, genre être un bon récepteur de critiques, de peu importe si ça vient de qui. Sure. Ça va être un peu difficile à entendre. Je m'excuse pour tout le monde, mais c'est proche à dire, mais il y a beaucoup d'égos dans le domaine du jeu vidéo. Il y a des gros égos, il y a des petits égos. Il y a du monde qui sont marchés dessus. Vous l'avez vu plus récemment avec les histoires qui sont sorties dans l'industrie du jeu vidéo, des trucs malheureusement qui sont très très tristes. Le meilleur conseil que je peux vous dire, c'est laissez-le à la porte votre égo. Samuel l'a dit tantôt, être capable de prendre d'être attaché à une mécanique ou à un feature, mais pas trop être attaché non plus. C'est sûr qu'il faut que tu sois capable de la défendre, mais c'est important de rester critique et rester ouvert au feedback. Quand on donne une critique par rapport à une mécanique, c'est pas de le prendre comme si c'était une attaque personnelle. C'est pas de dire t'as pas fait un bon job, je l'aurais fait comme ça, puis t'as perdu ton temps, puis on vient de perdre 2 semaines de travail à cause de ça. Non. Un bon designer, un bon lead aussi va t'asseoir, va t'expliquer pourquoi les choses fonctionnent, pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Et c'est, en quelque part, c'est sa responsabilité aussi de s'assurer qu'un son feedback est critique, c'est pas une attaque personnelle. J'en ai déjà vu dans l'industrie du jeu vidéo, parce que une critique devenait plus une attaque personnelle. Ces personnes-là, ils n'ont pas fait long feu. Tout simplement parce que quand tu es toxique, le monde ne veut pas travailler avec toi. C'est super important de. À la fin de la journée, c'est autant ce que tu sais que qui tu sais. Puis, si tu es connu comme la personne toxique, il n'y a plus grand monde qui va vouloir travailler avec toi. Enfin, pour répondre à ta question, il y a des trucs que tu peux faire pour prendre la critique, tu vas rester libre d'esprit, ne pas le prendre comme une attaque personnelle, mais c'est aussi la responsabilité de ton livre, de la personne avec qui il est en charge, de juste bien te l'expliquer. Puis à la fin de la journée, si toi-même, si tu te sens quand même blessé, tu peux quand même lui dire, puis lui expliquer, « Hey, écoute, j'ai pas aimé la manière comme toi t'as critiqué mon design. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, ou est-ce qu'on peut en discuter davantage? » C'est juste laisser mettre les doigts à la porte, puis être capable de passer à autre chose. Ça répond à ta question? Ouais. J'ai vu qu'il y a une question là-bas, oui. C'était plus pour Samuel. Je me demandais comment est-ce que tu t'es démarqué d'une manière particulière dans ton portfolio? À part décortiquer ton projet, vraiment. À part avoir un pavé géant de texte que le pas du monde ne voulait pas lire. C'est une bonne question. Je dirais que j'ai mis, en intégrant une création multimédia, vous savez, on fait plein de projets différents qui sont de différents domaines. Parfois, on n'a pas autant de jeux vidéo qu'on voudrait avoir dans notre portfolio. Mais si vous êtes tous les projets que vous ajoutez, vous pouvez les mettre en compétences techniques, mais vous pouvez aussi tourner ces projets-là pour le mettre en fait dans l'aspect qui vous intéresse.
Par exemple, si j'ai fait, dans le cours de Marc Benoît, si j'ai fait une cinématique, je peux parler du design narratif que je voulais transmettre à partir de cette cinématique-là pour, en fait, rentrer un peu plus dans mon domaine. Après ça, je vous dirais de faire quelque chose de clair, aussi, on peut dire, pas mettre n'importe quoi dans votre portfolio, faire quelque chose de propre. Et comme je vous ai dit, en fait, il y a vraiment un moment où, comme soyez critique par rapport au domaine, je vous l'ai dit, c'est comme, j'ai des personnes qui venaient me voir parfois pour leur portfolio et me disaient genre qu'est-ce que t'en penses, est-ce que c'est correct, des personnes qui sont allées à l'université. Puis je lui ai dit, ben t'es designer, puis ben j'ai eu 1 minute pour lire ton affaire, puis j'avais terminé. Puis j'ai compris que c'est comme, qu'est-ce que stand-out en particulier, j'ai pas moi qui m'a accepté moi-même, là, je sais pas si c'est quelque chose de critiquer mon portfolio. Ouais. Pas une des problèmes, c'est mémoire, monsieur. Visiblement, Jérémy, vous avez été dans mon cours quand je faisais le portfolio, qui était définitivement dans le seul portfolio que je recommandais. C'est dans cette même veine-là, un peu, en fait, Vincent Daguerre a un portfolio similaire aussi. Donc, c'est lui qui était dans l'exemple, donc quelque chose qui est vraiment le contexte, le mot-clé que je vous ai donné, c'est ce que j'ai retrouvé dans le portfolio. J'y pense, en fait, j'ai pas modifié mon portfolio depuis que j'ai été à l'université. Et il est disponible sur mon LinkedIn. Donc, si vous cherchez Samuel Guertin, tout le monde peut avoir accès. Vous pouvez voir comment j'ai transmis les idées, etc. à travers ça. Et potentiellement, si vous voulez l'utiliser comme modèle, j'ai aucun problème avec ça.